Bonsoir à tous. Vous êtes sur Aligre FM, c'est Fréquence Droit, le magazine mensuel de la LDH, section 10e et 11e arrondissement de Paris. Au micro, Marc Savino, bonsoir. Bonsoir Claude. Et Claude Cyril. Ce soir, c'est le Chili qui est à la une. Le Chili, ce pays du cône sud de l'Amérique latine, situé entre la cordillère des Andes et l'océan Pacifique. Un pays parcouru depuis des décennies par des révolutions et des contre-révolutions. Il y a 50 ans, souvenez-vous, le 11 septembre 1973, le coup d'État du général Pinochet renversait dans le sang le régime socialiste du président Salvador Allende, élu en novembre 1970. Allaient suivre 17 années de régime militaire et un bilan terrible. 3200 morts, 32 000 torturés et encore aujourd'hui 1500 disparus. Les 3 ans du gouvernement d'Allende et de l'unité populaire avaient dû déjà résister à une contre-révolution conservatrice orchestrée en partie par les États-Unis. Le Chili actuel est un pays socialement et politiquement très divisé, un gouvernement de gauche paralysé par une majorité parlementaire de droite très conservatrice. Déjà en octobre 2019, il y avait eu l'explosion sociale, la résistance au néolibéralisme, que l'on n'a pas su ou voulu changer les divers gouvernements de gauche et de droite issus de la transition démocratique initiée en 1990. Alors, comment en est-on arrivé là ? Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'expérience chilienne ? Quel parallèle avec la situation en France et en Europe ? Enfin, comment toute atteinte aux droits sociaux et économiques mène vers l'extrême droite ? C'est la question de ce soir, Marc. Alors dans cette émission, nous allons tenter de comprendre la situation actuelle du Chili, où se profile effectivement le danger d'un retour de l'extrême droite. Pour cela, nous interrogerons les résistances du passé et du présent, grâce à nos invités que je vais vous présenter tout de suite. Diego Alorda, journaliste franco-chilien en France depuis 6 ans. Bonsoir Diego. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, très bien, merci. Nous avons également Ricardo Parvex, président de l'association des ex-prisonniers chiliens en France, qui sera au téléphone. Vous nous entendez, Ricardo ? Oui, mais je suis vice-président. Vice-président. D'accord, très bien, c'est noté. Nous aurons également Belén Rojas, un peu plus tard au téléphone également. Et en participation enregistrée auparavant, nous avons Franck Gaudichaud, qui est un historien, membre de l'association France-Amérique latine, auteur de plusieurs livres et articles sur l'histoire chilienne. Nous aurons également Francisca Fernandez, une Chilienne engagée dans le mouvement féministe, membre du mouvement pour l'eau et les territoires. Elle nous parlera donc en différé du Chili. Et nous aurons également Rodrigo Arenas, député franco-chilien de la France Insoumise. C'est également une interview enregistrée. 59 minutes donc pour parler du Chili d'aujourd'hui. Examinons tout d'abord la période récente avec l'estallido social, des manifestations monstres de près d'1 million de personnes qui commencent le 18 octobre 2019, Marc. La dictature a été le laboratoire du néolibéralisme, la doctrine économique des fameux Chicago Boys. C'est le fameux Chili tigre de l'Amérique latine avec une croissance très forte. En 90, Pinochet est contraint de quitter le pouvoir et c'est la transition démocratique qui va voir se succéder gouvernement de droite, démocrates chrétiens et concertation des forces de gauche. Mais le régime économique néolibéral subsiste, créant d'énormes inégalités sociales. C'est l'une des raisons de l'estallido social, un vaste mouvement de contestation qui a fait l'objet d'une répression féroce des forces de l'ordre, avec plusieurs morts, des centaines de blessés et de nombreux prisonniers politiques, pour certains toujours incarcérés. Donc, dans ce studio, Diego, qui était avec nous, Diego Alorda, tu étais en France déjà, mais pour toi, quelles sont les causes de cette révolte ? Alors oui, c'est bien de faire la précision. Moi, en 2018, j'étais déjà en France. Du coup, j'ai vécu ça en distance. C'était un peu choquant pour moi d'abord voir toutes ces images des violences, des répressions qui forcément font appel aussi à ces images de la dictature. Hein. Je pense qu'il y a une image, notamment voir les militaires dans la rue ciblant la population, c'est quelque chose de très choquant. Surtout parce que pour moi, la dictature, c'était quelque chose de passé.
On ne s'est jamais imaginé qu'on arriverait à tel point de répression. Mais pour répondre à ta question, Marc, je pense que un des sujets, des emblèmes clés, les drapeaux de bataille, c'était surtout la dignité. On parlait beaucoup de la dignité sociale. C'est même pas demander finir avec la richesse ou finir avec le capitalisme. C'est bien ça aussi, mais et c'est surtout la dignité des gens, de donner des dignités aux gens qui n'ont pas l'accès aux mêmes privilèges de la plupart des Chiliens. Mais c'est important aussi d'analyser les stratégies sociales comme l'abouti de plusieurs processus. Et moi, quelque part, je suis un peu le fils de la démocratie chilienne, entre guillemets. Je suis né en 89. Donc, j'ai vécu cette nouveau Chili post-dictature. Et je pense qu'il y a 2 moments clés pour comprendre ce qui s'est passé en 2018. Et d'un côté, on a les mouvements des étudiants, les pingüinos, comme on appelait à l'époque, en 2006. Et c'était des mouvements des étudiants lycéens. Et moi, à l'époque, j'avais 15 ans. Du coup, je me souviens très bien qu'on commence justement à poser des questions autour, d'abord, les systèmes d'éducation chiliens. Et c'est là qu'on mis en question les profits des entreprises privées sur l'éducation. Et on commence à la base à questionner ça. Pourquoi l'éducation au Chili est privée? Pourquoi elle est si chère? Pourquoi elle a un modèle qui finalement est en profit des gens qui cherchent à faire de l'argent sur l'éducation des Chiliens? Et ensuite, après ce mouvement, je me souviens très bien, j'avais 15 ans, on participait avec les copains, c'était assez... Et on va dire, c'est une anecdote pour moi en tant qu'adolescent de vivre ça, mais aussi on a vu la répression, on a vu à quel point aussi l'État ne va pas hésiter à aller à tabasser les gens et des gamins. Déjà à cette période des pingüinos. Oui, il avait déjà une forte répression, je me souviens. Mais là, en 2018, c'est différent. Il y a des morts, il y a des morts. On tire à balles réelles dans la rue contre les manifestants. Mais la suite des soirs, c'est justement le 2011 qui est là. Et il y a ce 12e mouvement, mais maintenant des universitaires, qui se révoltent contre les premiers gouvernements de Sébastien Piñera. Et là aussi, on voit une escalade de répression, avec évidemment d'autres types de technologies de répression aussi. Et oui. C'est Ricardo qui est au téléphone, qui nous écoute. On va peut-être écouter, pour continuer et prolonger un peu le développement de ce thème, on va écouter l'opinion de Rodrigo Arenas, qui est député franco-chilien à l'Assemblée nationale en France. Alors, je suis Rodrigo Arenas, je suis député français de la 10e circonscription de Paris et je suis né à Valparaiso. Donc, je suis fils d'exilés politiques en France et dans mon parcours, je suis arrivé à l'Assemblée nationale. Il y a un désamour entre l'institution, c'est-à-dire la classe politique qui répond aux exigences du marché de la politique, avec un mouvement culturel profond dans la société chilienne qui dit on ne veut plus vivre comme ça. Quand je te dis on veut plus vivre comme ça, c'est la question de la société commercialisée, marchande, société de consommation à outrance. C'est pas que le néolibéralisme. Le néolibéralisme, il y a des dimensions culturelles aussi qui rentrent en ligne de compte. C'est pas que de faire sortir l'État de relations économiques, c'est aussi que consommer, c'est cool. On a eu ça aussi en France. Le fric c'est chic, etc. Tu vois, on a eu tout ça aussi en France. C'est-à-dire que comment est-ce que culturellement, la société de consommation prend le rôle de cohésion sociale. Pour pouvoir faire partie de la société, il faut pouvoir consommer. Donc il y a une partie de la population chilienne qui remet ça en question. Il y a aussi la question, faut pas oublier, la question du féminisme. Il y a les femmes qui disent le patriarcat, ça suffit. Avec toutes ces artistes-là qui disaient vous nous violentez, vous nous violez, et en plus, t'as la dimension aussi environnementale qui rentre en ligne de compte. C'est que la remise en question d'un modèle économique qui repose fondamentalement sur l'extractivisme, l'exploitation des matières premières et des hommes. Moi, je reviens du Chili. Il était il n'y a pas longtemps. Quand je rencontre le maire de Calama, qui est la ville minière du nord du Chili, où il y a Chuquicamata, c'est-à-dire cette mine de cuivre qui, paraît-il, on la voit de la Lune. Il t'explique qu'à cause de la pollution liée à l'extractivisme, t'as plus de 75% de la population qui est victime de cancer lié à la pollution, et que 46% de ces 75% meurent avant l'âge moyen chilien,
oui, il y en a qui remettent en question ça quand même. Ça, tu peux le rajouter aussi à ceux qui sont dans le sud. Je pense aux Indiens Mapuche, par exemple, qui remettent en question l'exploitation forestière, l'exploitation du saumon, qui pollue tout le Pacifique jusqu'à Magallanes. Enfin, on est là-dedans, donc t'as tout ça qui rentre en ligne de compte. Et c'est là où t'as un mouvement culturel. Eh bien, donc, merci Rodrigo Arenas, donc député franco-chilien de l'Assemblée nationale en France. C'est donc un problème à la fois social, où apparaît le féminisme, où apparaît la question environnementale. Pour étudier un peu ces questions, Diego, peut-être as-tu une réaction ? Oui, bah justement, je me souviens en tant qu'étudiant déjà à l'époque, et des camarades, femmes, commençaient aussi, pas que mettre en question les systèmes, mais aussi mettre en question ce système patriarcal. C'est pas qu'un système économique, c'est aussi un système où la domination des hommes est présente dans tous les différents sphères de la société. Et c'est justement aussi voir que cette répression d'État, c'est aussi une répression patriarcale, parce que ça aussi cible des femmes et ça pèse plus sur les femmes aussi. Parce que là, on a vu par exemple des policiers qui allaient cibler aussi des femmes et utiliser autre type de techniques aussi, des répressions, notamment qui touchaient des femmes. Il y a eu plein de cas, je me souviens à l'époque, des étudiantes filles qui ont été mises en garde par des policiers, ont été touchées et même certains violés par des policiers. Du coup, c'est là, je pense, que toute cette colère en tant que génération, et surtout les femmes, commencent à les vivre. Et c'est ça que finalement que ça va contribuer à l'émergence d'un mouvement féministe assez important qui existait évidemment aussi depuis toujours au Chili, dans les années 80-90. Mais cette nouvelle génération, plus en colère et mieux organisée, a réussi à créer un mouvement assez important au Chili. Ce qui frappe en tout cas, c'est que le départ de Pinochet n'a rien réglé en termes de violence et en termes de cohésion sociale au Chili. D'où tout ce qui s'est passé, c'est ça pendant tout ce que vous nous racontez, tout ce que vous avez vécu. Oui, bien sûr. Après, ma vision personnelle, c'est que si bien la transition de la dictature à la démocratie, c'est un événement important, moi, je parle plutôt d'une fausse démocratie, quelque part. Parce que finalement, si bien on a changé les régimes politiques, il y a plusieurs structures qui ont resté dans le système. Notamment, les riches ont continué à être riches, et les policiers qui avaient peut-être pas torturé, mais qui avaient une culture aussi de répression, ont resté dans les services. Ce sont les mêmes, quoi. Ce sont les mêmes, finalement. Nous allons écouter Ricardo, qui est avec nous, Ricardo Parvex, au téléphone. Vous avez une réaction sur ce qui vient d'être dit ? J'aimerais bien faire une espèce de contexte historique de la réalité chilienne après 50 ans. Ce qui se trouve, c'est que le Chili a subi une révolution, pas la révolution socialiste, mais une révolution militaro-libérale, où les patrons, la classe possédante, a réussi à imposer un modèle économique qui est le modèle que globalement nous connaissons comme le modèle néolibéral d'inspiration de l'école de Chicago. Eh bien, ça consiste à quoi? Ça consiste à réduire le pouvoir de l'État à l'expression la plus minime et laisser toutes les activités ou la plupart des activités du pays entre les mains privées, de l'entreprise privée. C'est-à-dire que tout ce qui est éducation, santé, système de pension, logement, propriété et distribution de l'eau et de l'énergie, tout cela doit être entre les mains privées. Et l'État ne prend en charge que les choses qui n'intéressent pas l'entreprise privée, des choses qui ne sont pas profitables
ou qu'il faut mener à perte. Voilà. Donc l'État assume, ça s'appelle l'État subsidiaire. L'État vient remplacer là toutes les activités où l'entreprise privée ne s'intéresse pas, pour lesquelles l'entreprise privée ne s'intéresse pas. Voix sans frontières sur Aligre FM. Alors, bon, on va revenir sur l'idée, sur la question du féminisme qui avait été évoquée par Diego et qui est une des grandes émergences du mouvement de contestation sociale, de l'estallido social. On va écouter Francisca Fernandez qui est au Chili et qui nous parle des cas de violation sexuelle pendant la dictature et le mouvement de répression. Le mouvement féministe au Chili est devenu si pertinent pendant l'estallido social parce qu'il se consolidait déjà comme référence sociale pour la critique du modèle néolibéral au Chili. Par exemple, en 2018, diverses mobilisations féministes universitaires ont conduit à l'élaboration de protocoles contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Rappelons que les féministes ont été un axe clé pour renverser la dictature militaire d'Augusto Pinochet, les femmes étant les premières à se manifester dans la rue. Ce présence est encore actuel aujourd'hui, celui d'être une référence non seulement pour les troubles sociaux, mais aussi comme référence pour la construction d'alternatives au néolibéralisme. D'autre part, le performance un violeur sur ton chemin, au Chili on dit un violador en tu camino, du collectif La Thèse, réalisée pendant l'estallido, a été un élément qui a réaffirmé la nature féministe de la révolte vers une critique structurelle du patriarcat, non seulement au Chili, mais dans le monde entier. Pendant la forte répression de l'estallido social, quelles ont été les violences commises contre les femmes et quelles sont les investigations judiciaires qui en résultent ? Un des principaux actes de violence pendant la révolte, l'estallido social, par des policiers, appelés carabineros au Chili, a été ce que certains collègues féministes ont défini comme une violence politique sexuelle, correspondant à des harcèlements, des abus et même des viols contre des femmes et des dissidences aussi, comme une sorte de politique de contrôle et de discipline envers notre corps. Ce qui a été obtenu, c'est que les cas de violation sexuelle pendant la dictature sont poursuivis, mais pas sous l'idée de violence politique sexuelle. Francisca Fernandez, que vous venez d'entendre, qui est engagée dans le mouvement féministe et qui est membre du mouvement pour l'eau et les territoires. Vous écoutez Fréquence Droit sur Aligre FM, l'émission de la Ligue des droits de l'homme, 10e et 11e arrondissement. Nous sommes en compagnie de Marc Savino et de Diego Alorda, qui est en studio avec nous, journaliste franco-chilien. Pour comprendre le processus historique, il faut sans doute rappeler ce que furent les 1000 jours du gouvernement Salvador Allende. Avant peut-être, nous allons écouter Belén Rojas, qui est au téléphone, je pense. Vous nous écoutez, oui. Belén ? Donc, je ne sais pas si vous avez entendu l'interview de Francisca Fernandez. Oui, tout à fait. Donc, vous êtes chercheuse à Grenoble, vous êtes une spécialiste du Chili. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement et puis réagir à ce qu'a dit Francisca Fernandez ? Oui, bon, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à participer de cette conversation. Je suis chercheuse associée du laboratoire LCSP de l'Université de Paris et je travaille aussi dans les CLACSO, que c'est le Conseil latino-américain des sciences sociales. On coordonne un programme de formation sur les droits de l'homme et la mémoire collective. Et moi, je suis bien d'accord avec ce que dit Diego et aussi Francisca. Je pense, même si je trouve que c'est très difficile de parler d'un mouvement féministe comme s'il s'agissait d'une organisation centralisée et homogène dans ses revendications et ses lignes d'action. Mais bien sûr, le mouvement des femmes a joué un rôle fondamental dans la fin de la dictature civile-militaire au Chili. Les femmes ont été protagonistes des mouvements des familles, des victimes en quête de vérité et de justice.
justice dès les débuts de la dictature et des mouvements pour le rétablissement de la démocratie à partir des années 80. Sans couleur, c'est pour ça. Après, par la suite, bien que c'est vrai que le mouvement a connu un déclin au cours des premières décennies de la démocratie, qui était marqué par la tension entre celles qui voulaient intégrer les institutions gouvernementales et celles qui souhaitaient poursuivre un chemin plus autonome. Et c'est vrai qu'une réarticulation a commencé à se produire, faisant écho des inégalités locales, mais aussi des débats et des demandes internationales concernant l'inégalité de genre produits et reproduits par le système néolibéral, et bien sûr au mouvement de dénonciation de la violence sexiste et sexuelle. Et je suis bien d'accord avec Francisca que il faut prendre en compte qu'avant octobre 2019, les mouvements féministes jouaient déjà un rôle très important dans la promotion d'un débat sur les rapports entre le patriarcat et le néolibéralisme. Et les mouvements travaillaient de façon plurielle, bien sûr, mais travaillaient dans une perspective historique aussi. C'est-à-dire en analysant et en rendant visibles les conséquences de la dictature sur la vie des femmes et des identités dissidentes de la communauté LGBT, mais en même temps on vise à ouvrir un débat critique sur l'état de la démocratie au Chili. Et dans ce sens, le mouvement a dénoncé les violences du passé et du présent, ses continuités, ses réélaborations, comme la violence politique au caractère sexuel qu'a mentionné Diego et Francisco aussi. Et je pense qu'il s'agissait d'une réflexion et d'un processus de construction des revendications qui interpellait une partie importante de la société chilienne à ce moment, même avant octobre 2019. Puisque rappelons-nous que les manifestations du 8 mars, du 25 novembre, dans les années précédentes, en 2019, figuraient jusqu'alors parmi les plus grandes manifestations des rues depuis le rétablissement de la démocratie au Chili. Je vous propose, Bélène, d'écouter justement un peu l'ambiance qu'il y avait dans les rues en octobre 2019 et dans les mois qui ont suivi. Mm-hmm. De la primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía, que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua, por la paz ellos dijeron, torturando nuestro pueblo, rebelión de octubre, nuestra América nos une, rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Rebellion de Octubre, un morceau de Ana Tijoux, qui est une chanteuse franco-chilienne également, puisqu'elle a vécu en France pendant son adolescence. Claude? Et vous écoutez Fréquence Droit, l'émission de la Ligue des droits de l'homme, en compagnie de Marc Savino. Alors, je le disais tout à l'heure, pour comprendre le processus historique, il faut rappeler ce que furent les 1000 jours du gouvernement Salvador Allende, de l'unité populaire, les nationalisations, la réforme agraire, les mesures pour l'éducation et la santé, les assemblées populaires dans les quartiers et les usines. Alors,
Voyons cela en détail, Marc. Avec Franck Godichaud, qui est donc un historien spécialiste du Chili. Je suis professeur en études d'histoire de l'Amérique latine contemporaine à l'université Toulouse Jean Jaurès, spécialiste du Chili. Je travaille sur le Chili, notamment des années 70 à nos jours. Quelles furent les principales mesures du gouvernement socialiste de Salvador Allende? Le président Allende et sa coalition l'Unité populaire, une coalition de partis de gauche, propose donc en 69-70 au peuple chilien des transformations structurelles du pays, qui ont été nommées la voie chilienne au socialisme, et parmi elles, la nationalisation du cuivre, la principale ressource minière du pays, le salaire du Chili, la nationalisation du secteur bancaire, une réforme agraire très très radicale, la nationalisation des grandes entreprises, une forte redistribution des richesses, mais aussi la promesse d'une participation historique dans la gestion de l'État et dans la politique du pays. Quelles furent les réactions des États-Unis face à ce gouvernement socialiste qui nationalise les principales ressources? Donc effectivement, le gouvernement Allende et la coalition de l'Unité populaire a un programme clairement anti-impérialiste, celui de la nationalisation de cette ressource du cuivre, la plus grande réserve mondiale. La nationalisation, elle se fait sans indemnité. Et elle est votée à l'unanimité du Congrès, d'ailleurs, à l'époque. On est dans un moment clé de l'Amérique latine, de la guerre froide, dans le sillage de la révolution cubaine, du tiers-mondisme, des décolonisations. Et le gouvernement Nixon et Kissinger, à l'époque, à Washington, reçoivent donc cette action comme une menace directe sur leurs intérêts géostratégiques et une déclaration de guerre. Et donc Nixon met en place un comité destiné à déstabiliser, à boycotter l'expérience chilienne par la CIA, par les multinationales, par un boycott sur le crédit, le blocage des exportations de cuivre et un ensemble de conspirations en interne avec des acteurs tels que la droite chilienne, les secteurs militaires les plus golpistas. Donc voilà, les États-Unis vraiment étaient un acteur clé dans l'issue dramatique de l'unité populaire, c'est-à-dire le coup d'État. Salvador Allende gouverne avec une union des forces de gauche. Comment s'est organisé le soutien et la participation populaire à ce gouvernement? Alors, l'unité populaire, c'est une coalition de partis. Le centre de cette coalition, ce sont les partis communistes et le Parti socialiste, deux grands partis marxistes chiliens, avec une longue histoire depuis les années 30 au sein du mouvement ouvrier, des luttes syndicales, des luttes minières, des luttes portuaires notamment. La coalition gagne les élections, mais tout en étant minoritaire, puisque l'élection d'Allende, c'est 36% des voix. C'est une élection à un seul tour, la présidentielle à l'époque, et ensuite Allende a investi au Congrès. Mais cette coalition, c'est aussi une capacité des gauches d'arrimer à leur projet une partie aussi des chrétiens, les chrétiens révolutionnaires, les chrétiens pour le socialisme. Donc voilà, il y a plusieurs composantes dans cette coalition large, et c'est une coalition qui est vraiment ancrée dans le mouvement populaire organisé, notamment dans les grandes entreprises, dans une partie du mouvement paysan. La lutte syndicale a été une des identités de ces deux grands partis que sont le PS et le PC. Et évidemment, cette identité populaire forte fait que ça donne un socle assez profond à la coalition au gouvernement. Et dès la première année, on voit qu'il y a vraiment un enthousiasme populaire. Certains parlent de fête révolutionnaire qui permet à la coalition de consolider son assise. Et lors des municipales en 71, l'unité populaire arrive même à rafler 50% des voix, donc une légère majorité. En octobre 72, il y a une forte réaction du patronat et de la droite conservatrice. Quels furent les moyens employés pour contrer le gouvernement d'Allende?
Alors en fait, il y a de plus en plus, au fur et à mesure qu'avancent ces grandes réformes, cette démocratisation sociale et politique de l'unité populaire, en face, il y a des adversaires de plus en plus décidés et organisés que doit affronter la gauche au pouvoir. C'est le cas des droites conservatrices et du grand patronat chilien. C'est le cas des grands propriétaires terriens qui sont menacée directement par la réforme agraire. Et peu à peu, la démocratie chrétienne qui était au centre de l'échiquier politique, elle-même se radicalise et bascule à droite. Donc là, il y a un bloc des droites et de l'opposition démocrate chrétienne qui va vraiment causer du tort à Allende, puisqu'il est minoritaire au Parlement, il a besoin d'alliances pour avancer. Et par ailleurs, on voit qu'au plan social, il y a aussi une radicalisation. La rue est aussi occupée par l'opposition conservatrice. Les femmes, par exemple, conservatrices et des beaux quartiers, mais pas seulement, aussi populaires, manifestent en tapant sur des casseroles. En octobre 72, il y a un véritable boycott économique, une grève patronale des professions libérales, des camionneurs, des taxis, qui déstabilise très fortement Allende, avec le soutien actif de la CIA. Et donc, on peut dire que peu à peu, le conflit que Allende voulait légaliste et parlementaire bascule du côté de l'affrontement de rue, de l'affrontement de classe plus direct, on pourrait dire. Et en même temps, la gauche elle-même est divisée, de plus en plus divisée sur le chemin à suivre entre une radicalisation révolutionnaire et une plus forte modération pour essayer de maintenir l'aspect pacifique et légaliste de la transition au socialisme. Aligre FM 93.1. Comment s'est organisée la résistance populaire à la contre-révolution de la droite, appuyée par la CIA des États-Unis ? Alors oui, c'est ce qu'on a appelé le el poder popular, le pouvoir populaire. Un des exemples clairs de ces formes d'auto-organisation, d'autogestion même, ce sont les cordons industriels. Alors les cordons industriels, ce sont des coordinations syndicales et ouvrières qui naissent à Santiago et dans plusieurs grandes villes, et qui vont essayer de défendre l'expérience de la voie chilienne au socialisme, mais par en bas. C'est ce que certains historiens appellent la révolution par en bas, face aux attaques des groupes fascistes de Patrie et Liberté, face au boycott économique des patronales. Donc il y a une vague de grèves, d'occupation d'usines qui pose la question du pouvoir et qui, de cette manière aussi, déborde par en bas le gouvernement Allende. Donc, et on voit ça aussi au niveau du campo, dans les espaces ruraux. On radicalise la réforme agraire sans attendre les consignes ministérielles, ou dans la question du ravitaillement, avec les comités de ravitaillement ou le ravitaillement direct. Donc très clairement, ça signe une situation révolutionnaire de débordement par en bas, d'autogestion, et on voit un gouvernement Allende qui est de plus en plus dans une position difficile d'arbitre, sans savoir toujours sur quel pied danser. En juin 1973, il y a une première tentative de coup d'État. Comment expliquer alors que le Salvador Allende nomme comme chef d'état-major un militaire, le général Pinochet ? Alors, d'une certaine manière, c'est assez logique et rationnel du point de vue d'Allende, puisque sa trajectoire politique, il a été ministre, président du Sénat, très longtemps député. Il a toujours défendu une perspective pacifique et légaliste de la transformation qu'il voulait révolutionnaire. Donc de ce point de vue, c'est sa promesse qu'il a tenue jusqu'au bout et jusqu'à mourir dans le palais présidentiel en flammes. Et en même temps, ça peut paraître paradoxal, puisque la dernière année, on voit très bien qu'il y a une tentative de coup d'État en juin 73, il y a eu la grève patronale de 72. Tout le monde sait que le coup d'État est en voie d'organisation. Le défi pour Allende, c'est essayer d'empêcher la guerre civile. Et c'est là-dessus qu'il a toujours refusé en fait de distribuer des armes ou de passer à une phase, disons, de rupture révolutionnaire armée. Et en même temps, c'est vrai qu'il y avait un potentiel populaire révolutionnaire
révolutionnaires qui étaient là jusqu'au dernier moment. On voit que quelques jours avant le coup d'État, c'est des centaines de milliers de manifestants, de travailleurs qui défilent au cri de pouvoir populaire sous le balcon de la Moneda, le palais présidentiel. Le mouvement de la gauche révolutionnaire a toujours dénoncé l'illusion légaliste de la coalition au pouvoir, tout en la soutenant de manière critique. Mais la question, c'est quelles étaient les clés pour affronter le coup d'État. Et là, il aurait fallu évidemment avoir des secteurs entiers de l'armée du côté de la gauche. Le grand pari d'Allende, et ce qui a en parti lui a coûté la vie, c'était que jusqu'au bout, les forces constitutionnalistes, légalistes, au sein de l'armée, qui existait, domineraient en fait et pourraient isoler les golpistas. Mais comment expliquer la nomination du général Pinochet comme chef d'état-major alors ? Allende nomme Pinochet parce qu'il avait une réputation de légaliste. Pinochet avait participé à l'écrasement de la tentative de coup d'État de juin aux côtés du général Prats. Et d'ailleurs, Allende avait intégré les militaires bien avant au gouvernement. Il y a un gouvernement civil-militaire dès novembre 72. Il forme un deuxième gouvernement civil-militaire en mars 73. Donc finalement, les militaires avaient déjà commencé à occuper l'espace politique et même à réprimer d'ailleurs les mobilisations avant le coup d'État. Avec l'application de la loi sur le contrôle des armes, les militaires commencent la répression sous Allende. Il y a des marins de gauche qui sont torturés en août 73 et on voit là la paralysie en fait du gouvernement face à cette montée de la violence et ce refus finalement d'affronter le coup d'État par une rupture révolutionnaire. Donc on était au 11 septembre 73, c'est donc le coup d'État, le palais présidentiel est bombardé et Salvador Allende refuse de se livrer et se suicide dans son bureau. La répression est terrible en 17 ans de dictature, 3200 morts, 35 000 torturés, 1500 disparus. Et donc, on va se poser la question de quelles sont les procédures en cours concernant toutes ces personnes disparues. Ricardo, vous nous entendez ? Oui, je vous entends, oui. Donc, selon vous, est-ce qu'il y a encore des procédures en cours concernant les atteintes aux droits de l'homme pendant la dictature ? Oui, il y a des procès, il y a même des jugements qui viennent d'être prononcés 50 ans après le coup d'État. Les responsables de la mort du compositeur et chanteur Víctor Jara, qui a été tué 1 ou 2 jours après le coup d'État, viennent d'être condamnés définitivement. Il y en a un qui s'est suicidé au moment où il devait rentrer en prison, un type de 85 ans, officier de l'armée, ancien officier de l'armée. Il y en a un autre qui a été extradé des États-Unis, où il avait recommencé sa vie, il avait la nationalité nord-américaine et tout. La justice l'a rattrapé, il a été extradé. Les États-Unis lui ont enlevé la nationalité nord-américaine qu'il avait obtenue. Et donc, il va purger sa peine. Il y a plus de 200 condamnés actuellement à des peines très, très diverses. En général, ils sont dans une prison qu'on appelle prison 5 étoiles parce que c'est un traitement particulier, n'est pas le traitement d'un condamné normal. Et puis, il y a des procédures le gouvernement actuel du président Boris a lancé une initiative, une enquête, une recherche pour connaître le sort des disparus. Mais c'est un barreau d'honneur, car la plupart des responsables des disparitions sont en prison et n'ont pas parlé et n'en parleront pas.
il y en a beaucoup d'autres qui sont déjà morts. Et donc, connaître vraiment quel a été le sort de ces prisonniers est pratiquement impossible aujourd'hui, 50 ans, ou presque 50 ans après. Voilà. Je voudrais juste faire une remarque. Les gouvernements démocratiques ont lancé une initiative pour connaître les noms, pour que les gens puissent s'inscrire, et les gens qui ont été touchés par la répression. Quelques heures, un jour, quelques jours, et pour connaître vraiment l'ampleur et l'importance de la répression. Or, il n'y a eu que 35 000, un peu plus de 35 000 personnes qui se sont inscrits comme étant victimes de la répression. Or, c'est absolument faux comme chiffre. La répression au Chili a touché au moins 400 000 ou 500 000 personnes, puisque les militaires rentraient dans les populations, dans les quartiers, ils mettaient tout le monde dans le terrain de foot, frappés à moitié nus. Et tous ces gens-là n'ont pas porté plainte, ne font pas partie de ces 35 000 qui se sont inscrits dans ce qu'on appelle la commission de Valle. Pardon, Ricardo, c'est la commission Justice et Vérité dont vous parlez? Justice et Vérité, c'est il y a eu deux initiatives. Il y a eu l'initiative de la table du dialogue c'était au début des années, je pense que c'était au début des années 2000, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, il y a eu la commission Justice et Vérité. Cette dernière, qu'on appelle la commission Valle, puisque c'était l'évêque Valle qui était responsable de cette commission, n'a eu un total de 35 000 ou 36 000 inscrits, parce que la communication que le gouvernement a faite, elle était tellement discrète pour ne pas heurter la droite et les forces armées, que c'est une communication une information auquel les gens n'ont pas eu accès. Donc énormément de victimes n'ont jamais su que cette commission existait et qu'il y avait des délais pour présenter leur cas. Et donc, ce sont des chiffres complètement faussés. Au Chili, il y a au moins 400 000 personnes qui ont subi les conséquences directes de la répression à des degrés divers, évidemment. Je vous propose, Ricardo, on va écouter un élément sonore justement des mères de disparus qui manifestent régulièrement. Soy madre de Alfredo Roja Castañeda, detenido y desaparecido el 4 de marzo de 1975. Soy hermana de Nicomedes II Toro Bravo, Soy esposa detenido y de Enrique desaparecido Cursiva desde hermana de Newton Morales Saavedra, Silva Augusto, detenido y madre de Manuel Jesús Miguel Ángel Pizarro, detenida y desaparecida el 27 Soy hermana de Ruperto Torres Aravena, detenido y desaparecido desde el 13 de octubre de 1973. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar
más allá del ancho mar, donde revientan la flor, con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Voix sans frontières sur Aligre FM. Donc nous écoutions Victor Jara, un célèbre chanteur tué par la dictature dans les premiers jours de la dictature, justement, au Stade National. Ricardo, vous êtes toujours en ligne. Oui. Qu'est-ce que vous inspire cette chanson de Victor Jara ? Victor Jara a été vraiment le plus fidèle représentant d'un état d'esprit de changement, d'un espoir qui a grandi à la fin des années 60 au Chili et qui a finalement permis l'élection d'un gouvernement populaire. Et Oui, Ricardo, on vous entend toujours ? Et donc c'est Victor Jara, par sa poésie, par sa musique, a été capable d'interpréter cet état d'esprit qui a été un état d'esprit d'ailleurs qui n'existait pas seulement au Chili, mais un peu partout dans le monde. C'était la lutte contre la guerre du Vietnam, c'était la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, etc. Voilà, donc c'est pour ça que Victor Jara a eu cette importance et a cette importance en matière de musique et de création artistique. On a parlé du général Pinochet. La question que je me pose, et je la pose à Ricardo Parvex, mais aussi à Diego Alorda, est-ce que l'armée aujourd'hui, en 2023, constitue encore une menace potentielle pour la démocratie chilienne ? Ricardo Parvex. Pardon, oui. Je vous entends pas très bien. Oui, ma question portait sur l'armée et sur sa capacité à nuire à la démocratie chilienne aujourd'hui en 2023 comme il y a 50 ans. Est-ce que c'est un risque ? Je dirais qu'au Chili, tout reste à faire. Le problème fondamental aujourd'hui, mais ce n'est pas seulement au Chili, la situation est plus généralisée, c'est que la classe politique, les représentants politiques sont coupés du peuple, sont coupés du sentiment généralisé dans la nation, et donc ils ne représentent pas véritablement les sentiments et les aspirations des gens, et en même temps les gens ne sont pas du tout ne se sont pas du tout identifiés à cette classe politique. Donc les négociations sont toujours coupées, peu représentatives, et c'est le cas de l'actuelle convention constitutionnelle pour chercher une nouvelle constitution au Chili. Et donc, il est difficile, si la classe politique ne change pas sa représentation et sa relation avec le peuple, avec la masse des gens. Voilà. D'accord. Peut-être, Diego, une réaction à ce sujet. Est-ce que l'armée est encore un danger au Chili ? Moi, je pense que lorsqu'il n'y a pas vraiment un travail d'éducation, de formation autour des droits humains, autour de la mémoire au Chili, auprès de les forces des militaires, mais aussi les policiers, et je considère que c'est un risque. On a vu pendant les estallidos sociaux
comment la police et les militaires n'ont pas hésité à utiliser toutes ces méthodes justement pour réprimer aux gens. Et ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, si au Chili on a un gouvernement d'extrême droite et les militaires réagissent de la même façon, même avec toute la répression et toute la haine que forcément ils cultivent auprès de son institution, quoi. Voilà qui nous amène à parler de 2023 et de la situation actuelle au Chili. Gabriel Boric, je ne sais pas si je le prononce correctement, ancien militant étudiant de gauche, est arrivé au pouvoir. Il a lancé une convention, on en parlait à l'instant, pour une nouvelle constitution avec une participation des secteurs défavorisés de la société et notamment, et c'est peut-être nouveau, vous nous le direz, des peuples autochtones. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Marc ? C'est un projet très progressiste qui malheureusement a été rejeté à 60% par la population. D'ailleurs, les médias privés se sont acharnés à dénaturer la présentation du texte. Aujourd'hui, c'est une nouvelle convention constituante qui est dominée par la droite et l'extrême droite. Et le projet sera soumis à référendum le 17 décembre prochain, c'est donc dans 2 semaines à peu près. Diego, est-ce que tu as une idée sur cette nouvelle constitution, sur l'ancienne progressiste et ce refus de la population finalement à 60%? Alors je pense qu'on a tous été impactés et choqués par les résultats de ce référendum et c'était très inattendu. Donc on a encore des mal à vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, mon opinion personnelle, je pense que d'un côté, évidemment, les médias, la presse chilienne qui est dominée par la droite, sont bien réussi à faire une campagne de sataniser cette constitution et aussi de porter des problématiques sociales qui peut-être la Constitution n'a pas mis en avant. Aujourd'hui, par exemple, les médias parlent surtout de l'insécurité, de l'immigration, de la délinquance. Du coup, finalement, pour les Chiliens moyens, aujourd'hui, ce problème, c'est ça. C'est pas forcément réformer l'éducation, réformer le système. Du coup, je pense que vraiment, la droite a réussi à installer des problématiques réelles. Je ne vais pas ignorer non plus que c'est des problématiques réelles, mais imposer ça au-delà des problèmes que la Constitution devait résoudre. Donc finalement, les Chiliens se sont exprimés défavorablement à cette Constitution. Alors nous allons écouter Francisca Fernandez sur justement la participation du mouvement féministe à cette première convention constituante. Quelle a été la participation des femmes à la première convention constituante et quelles étaient les principales mesures proposées? La participation des femmes à la première proposition constitutionnelle appelée convention constitutionnelle a été fondamentale. Et en fait, c'était la première fois dans l'histoire du Chili que la parité des sexes était atteinte lors de la formation de la Convention. Les principales propositions de nouvelle constitution à l'époque visaient à mettre fin à la continuité des politiques néolibérales au Chili, dans lesquelles tous les droits sociaux étaient privatisés. Ce qui concerne les propositions pour les femmes, les droits sexuels et reproductifs ont été intégrés. La reconnaissance des soins comme travail et soutien à la vie. Des lignes d'action ont été proposées pour mettre fin à la violence structurelle contre les femmes et les filles, ainsi que des politiques de participation pleine et de parité des sexes. Selon vous, Francisca Fernandez, pourquoi ce premier projet a-t-il été rejeté et quelles sont les mesures pour les femmes dans le nouveau projet de constitution? Cette proposition a été rejetée principalement en raison de la diffusion des fausses nouvelles par la droite, comme par exemple que les gens allaient perdre leur maison ou que l'avortement pouvait être possible à n'importe quel stade de la gestation. Et les médias officiels ont largement relayé ces mensonges. D'un autre côté, le processus a nécessité plus de temps pour le débat et la diffusion, de sorte que beaucoup de gens n'étaient pas clairs sur le contenu. Et je pense qu'il est important de souligner le soutien presque nul
du gouvernement de Boric pour faire connaître la proposition. Il est important de noter que dans la proposition actuelle, avec une présence majoritaire de la droite, elle se réfère uniquement à la recherche d'un équilibre entre les femmes et les hommes, en plus de mentionner la nécessité de rechercher une plus grande participation des femmes. Mais il n'y a rien de plus. Ce que contient cette nouvelle proposition est vraiment un recul pour nous, les femmes et les féministes du Chili. Vous êtes aussi militante du mouvement pour l'eau et les territoires. Quel est le rôle des femmes dans ces luttes environnementales au Chili ? Le rôle des femmes dans la lutte environnementale a été fondamental pour expliquer la relation entre extractivisme et patriarcat. De la même manière que la nature est exploitée, nos corps sont exploités. Mais à mesure que nos vies deviennent plus précaires, les effets de la pollution et de la dégradation de l'environnement s'intensifient encore plus pour nous. Par exemple, les femmes et les enfants ont le moins accès à la terre et à l'eau. Et c'est pour cette raison qu'il est très important pour nous de reconnaître le rôle actif que nous avons. Par exemple, dans la souveraineté alimentaire et dans la gestion communautaire de l'eau. Plus généralement, comment est perçu le mouvement féministe aujourd'hui au Chili ? Aujourd'hui, le mouvement féministe est perçu en particulier par les peuples et les territoires en résistance et en construction permanente comme l'une des références pour continuer à se positionner en faveur des changements structurels dont nous avons besoin. Beaucoup de besoins au Chili. L'assaut de la droite et du fondamentalisme en Amérique latine nous alerte sur l'urgence de continuer à approfondir et à diffuser nos propositions pour une vie digne, non seulement pour les femmes, les dissidents et les filles, mais pour toutes les communautés. Merci beaucoup. C'était donc Francesca Fernandez qui nous parlait depuis le Chili. Belén Rojas, est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Oui. Donc vous venez d'entendre Francisca. Est-ce que vous avez une réaction à ce sujet ? Oui, je suis bien d'accord avec Francisca. Je pense que le mouvement féministe est perçu comme un mouvement qui demande des changements structurels, c'est-à-dire matériels, économiques et des valeurs dans les pays. Et ça, c'est très important parce que c'est vrai que ces changements sont très bien accueillis et il y a une attente de ces changements d'une partie de la société, mais c'est vrai qu'ils représentent aussi un défi pour les pouvoirs économiques, pour les pouvoirs de l'Église. Et dans ce sens, il faut rester vigilant. Comme l'a bien dit Francisca, nous ne pouvons pas oublier que des éléments clés de la lutte de la droite et de l'extrême droite politique au Chili pour les rejets du projet constitutionnel précédent n'étaient pas seulement les discours mensongers concernant les droits à la propriété et à la succession aussi, mais les droits à l'avortement. C'est un secteur politique qui est systématiquement, par exemple, s'est opposé à des initiatives aussi élémentaires pour la protection des enfants, des adolescents et des femmes en particulier, comme l'accès à l'éducation sexuelle. Et comme l'a bien remarqué aussi Diego, l'une des styles de lutte de la droite et l'extrême droite politique aujourd'hui, sont les médias. Les médias, ils sont participés... Oui, je vais d'abord vous remercier parce que nous sommes presque à la fin de cette émission, mais j'ai tout de même une question à vous poser. Impossible de passer sous silence ce qui s'est passé en Argentine. En quelques secondes, est-ce que vous croyez qu'un populisme de droite peut gagner le Chili comme il a gagné l'Argentine ? En quelques secondes, ce sera notre conclusion. Oui, je pense qu'il y a un danger, qu'il faut rester attentif, ça pourrait se reproduire. Il y a pas mal des enquêtes qui montrent qu'après le gouvernement de Boric, ça pourrait être un gouvernement de droite traditionnel, c'est-à-dire représenté par exemple par Evelyn Matei, une figure historique de la droite au Chili, mais aussi un nouveau podcast. Et c'est un danger. Et ça pourrait vraiment... Ça vous inquiète, si je comprends bien. Ricardo Parvex, même question, danger à la situation à l'Argentine pour le Chili ? Oui, évidemment. Le Chili et l'Argentine sont des pays très liés par l'histoire, par leur population. Et
l'élection de Milei en Argentine va encourager et encourage toutes les démagogies d'extrême droite au Chili. C'est un véritable danger. On le vit avec beaucoup d'inquiétude. Écoutons également Rodrigo Arenas, notre député franco-chilien, et puis ensuite Franck Gaudichaud. La question, c'est que il y a une telle pression, y compris populaire au Chili, qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de faire une nouvelle constitution. C'est-à-dire que le processus, il ne s'est pas arrêté. Après, je ne vais pas demander à l'extrême droite de mettre en œuvre une politique de gauche. C'est pas leur job. La question, c'est comment est-ce que nous, à gauche, on va dire le camp du progrès, le camp de l'humanisme, le camp de la lutte contre les discriminations, le camp de la lutte contre le racisme, parce qu'il y a du racisme au Chili en ce moment, du racisme dur. Donc l'extrême droite, elle fait son boulot d'extrême droite, de facho, et nous, il faut qu'on fasse notre boulot de gauche, de progressiste et d'humaniste. Et personne ne le fera à notre place. Donc quand je te dis ça, c'est que c'est valable aussi en France. Je vais pas reprocher à l'extrême droite française, qu'elle soit chez Le Pen ou Zemmour, ça n'a pas d'importance, ça reste des fachos, de faire le travail de la gauche. Non, c'est à nous de convaincre les gens que notre projet, notre programme, ce que nous représentons est désirable. Que le chemin que nous donnons, il est bon pour tout le monde. Parce que si tu convaincs que ton chemin est le meilleur, bah c'est la meilleure garantie que les gens n'en emprunteront pas un autre. Et ça, on a du pain sur la planche. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on transforme cette capacité technique du marché de la politique qui fonctionne comme des clubs de foot où il y a du mercato, machin, etc. dans tous les sens. C'est comme ça que ça marche. Et c'est ce qui désespère d'ailleurs les gens. À le transformer en mouvement culturel. Et là, ça veut dire qu'on doit changer la grammaire de la politique. On doit faire en sorte que le mouvement social, par exemple, ne soit pas derrière les politiques pour qu'on les récupère et qu'on parle à leur place, mais qu'ils soient devant et qu'on porte leur voix. Et que le programme politique qu'on mette en œuvre, il soit issu de la société civile et non pas des personnes autorisées dans les organisations qui vont faire le meilleur programme, marketer le mieux possible avec les meilleures affiches, les meilleures punchlines, etc. Parce que maintenant on parle de punchline, etc. Et que ça devienne quelque chose de majoritaire dans l'opinion publique. C'est son adhésion à un projet. Tu vois ? Et ça, c'est le boulot. Et il faut qu'on le fasse, parce que personne ne va le faire à notre place. Donc si on n'incarne pas ça, je vais te dire, 2023, ça sera Le Pen et l'héritier de Macron, et Inch'Allah dimanche. On voit qu'au Chili, Antonio Cast, nostalgique de la dictature et dont la famille a participé à la dictature, a de bonnes chances, y compris de gagner la présidentielle et est en train de rédiger la nouvelle constitution. Donc on est dans une situation de crise politique très profonde dans toute l'Amérique latine, post-Covid, avec l'inflation et d'un rejet en fait des partis traditionnels et d'une grande déception face aux forces progressistes, qu'elles soient nouvellement de gauche et plus radicales, en apparence en tout cas, comme au Chili avec Boric. Est-ce que finalement le président de gauche, Boric, serait-il dans la même impasse que Salvador Allende en 1973 ? On est dans la même impasse et même dans un contexte qui reste quand même très différent, puisque Boric est très loin d'avoir la radicalité révolutionnaire de l'époque et d'Allende. Il en est très très loin. Et par ailleurs, il y a un déficit en termes de force politique ancrée dans le mouvement populaire. Ça, c'est une différence radicale entre les années 70 et aujourd'hui. Le Front large qui est au pouvoir aujourd'hui au Chili n'a pas de racines populaires comme l'avait le PC ou le PS à l'époque. Donc là, il y a aussi une faiblesse de l'ancrage, disons, des gauches chiliennes qui favorise des basculements politiques très très rapides et la montée de l'extrême droite qui, elle, a un ancrage quand même au travers des églises, au travers de la xénophobie qui monte. Il y a aussi des médias. Il y a une question médiatique là qui est vraiment problématique. Les médias restent aux mains des puissants et les extrêmes droites manient très bien cette question médiatique. Diego Alorda, la question c'est la même. Est-ce que vous êtes aussi inquiet ? Vous avez 15 secondes, 45 pour nous répondre. En Amérique latine, souvent, on a des rebondissements politiques. On a eu en Brésil, Bolsonaro, maintenant Argentine, Milei. Il y a des forts moyens que ça arrive au Chili, malheureusement. Merci à Julien, qui était notre technicien réalisateur. Merci Julien Claude. Cherdieu. On va donner Merci son nom. à vous tous. Il est quasiment 19h et nous vous donnons rendez-vous le pour mois la prochain. Et ce sera le 25 décembre. Merci à vous. Voix sans frontières sur Aligre FM.